Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Galia Ackerman, merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, historienne, spécialiste de l'Ukraine et de l'idéologie de la Russie post-soviétique. Et à ce titre, vous avez écrit plusieurs livres, mais ce soir nous allons parler plus précisément de Traversée de Tchernobyl, donc paru aux éditions Premier Parallèle. C'est un livre qui a retenu notre attention en septembre, là, pendant le festival What a Trip, festival pendant lequel on décerne un prix littéraire depuis 2 ans. Et le prix donc 2022 vous a été décerné pour ce livre, pour ses qualités rédactionnelles et évidemment pour son sujet. Et donc nous allons en parler plus précisément et également ouvrir la discussion sur la situation actuelle puisque vous la suivez de très près en tant que journaliste et que évidemment tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine interroge, questionne et inquiète bien sûr. Alors Traversée de Tchernobyl, c'est le résultat de plusieurs années, plusieurs décennies même d'enquêtes à Tchernobyl. Vous cherchez à comprendre à quoi ressemble cette zone, parce qu'elle s'appelle la zone, et qui sont les gens qui gravitent autour ou qui habitent sur place. Mais avant de rentrer dans ce vif du sujet, j'aimerais revenir sur cette fascination pour Tchernobyl. C'est une fascination alors qui vous concerne, mais qui ne vous concerne pas vous uniquement. Vous le dites d'ailleurs dans votre livre, il y a de nombreux artistes qui se sont emparés de ce lieu. Il existe un jeu vidéo qui permet de plonger dans Tchernobyl. Il y a également une série télé. Enfin voilà, c'est un sujet qui touche de nombreux pans de la création artistique et plus générale enfin, de la vie de la société. Et ma première question, ce serait comment vous, en tant qu'historienne, vous expliqueriez cette fascination générale et éventuellement comment vous expliqueriez la vôtre? Bonsoir. Vous savez, de la mienne, j'ai un peu parlé justement dans ce livre qui est un livre extrêmement personnel, mais la fascination générale pour Tchernobyl est due probablement à beaucoup de causes différentes. Je pense qu'il y a généralement une certaine fascination pour les ruines. Il y a maintenant un tourisme industriel. Les gens aiment visiter les usines désertées, les grands complexes métallurgiques. En général, les ruines, les lieux abandonnés, etc. C'est peut-être le goût un peu pour le morbide. En tout cas, il y a aussi d'autres facettes de cette fascination. Je dis quelque part dans le livre que, en fait, Tchernobyl est une sorte de Pompéi soviétique. Et je sais que j'ai fait cette expérience. Une fois, je suis allée à Tchernobyl pour plusieurs jours. Et dernier jour de mon séjour là-bas, il y avait un groupe qui est arrivé pour une excursion d'une demi-journée avec l'itinéraire tout à fait habituel, la centrale, les restes de la ville de Pripyat, qui est une ville nouvelle, qui a été une ville nouvelle, qui est en train de se détruire peu à peu. Et ensuite quelques autres sites avant de rentrer à Kiev. Et donc, comme c'était aussi la fin de mon séjour à Tchernobyl, je suis rentrée à Kiev avec eux. Et dans le car, l'organisateur de cette excursion, qui est lui-même un ancien de Pripyat, qui est né à Pripyat, et qui a vécu les premières 10 années de sa vie à Pripyat, il a demandé aux gens, c'était bien sûr avant la guerre actuelle et même avant 2014, l'annexion de la Crimée, etc., quand les relations entre les deux pays, les deux peuples existaient tout à fait normalement. Et donc il y avait des Ukrainiens, mais il y avait aussi pas mal de Russes de Russie qui ont participé à cette excursion. Et le conducteur leur a posé la question, il a demandé que chacun explique pourquoi
il a voulu venir à Tchernobyl. Et j'ai été stupéfaite de voir que pour beaucoup de ces jeunes, presque pour tous, le mobile principal était de voir une ville soviétique, on peut dire intacte. C'est-à-dire c'est une ville, bon, elle a été construite dans les années 70, donc elle est en train de se détruire peu à peu. Les bâtiments sans entretien finissent par se détruire, mais elle est encore debout. Et donc, si vous parcourez les rues, bon, les rues sont couvertes d'herbe, il y a des arbres qui poussent dans les fentes au milieu des chaussées, etc. Mais grosso modo, la ville existe encore, elle est vide depuis 1986, mais elle existe encore. Et c'est vrai que pour ces jeunes, voir cette ville, on peut dire communiste modèle, est très intéressant parce que les avenues sont larges, il y a tous les services possibles. Bien sûr, c'était l'industrie nucléaire, donc les gens vivaient bien mieux que dans une ville soviétique moyenne. Il y a des magasins, il y a une très grande piscine, il y a une discothèque, il y a des restaurants, il y a un hôtel. Et en même temps, elle est parfaitement bien située parce que d'une part, elle est à côté de la centrale, mais d'un autre côté, il y a une rivière juste à côté, il y a des forêts, on peut en hiver par exemple sortir de la maison, mettre vos skis et faire du ski de fond tout de suite à partir de l'entrée de l'immeuble. On peut aller chasser, cueillir les champignons, en été se baigner dans la rivière. C'était en quelque sorte un lieu, un petit paradis soviétique. C'était construit comme une ville modèle, un peu une ville nouvelle, modèle selon le modèle soviétique? Oui, tout à fait. Et donc, les gens qui ont habité Pripyat, à ce jour, ils regrettent beaucoup parce qu'il y a une sorte de nostalgie de cette ville qui avait 50 000 habitants, qui a été très bien achalandée, où il y avait cette belle nature, où ils étaient tout à fait à côté de leur entreprise. Et l'entreprise, c'était bien sûr la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et puis, il y a d'autres vestiges aussi soviétiques. Donc, pour encore finir avec la ville, c'est très intéressant que, en effet, les gens semblaient heureux là-bas. Voilà, ça contredit un peu l'idée que nous faisons de l'Union soviétique. Et personnellement, je ne défends absolument pas l'Union soviétique. Mais disons, 30 ans plus tard, quand on regarde, et si on ne pense pas que c'était un peu la vitrine et la façade, c'est vrai que la vie semble plus facile. Et il y avait un grand palais de pionniers, c'est-à-dire pour les enfants et les jeunes. Tous les cours étaient gratuits. Vous voyez, donc quand quelqu'un qui a vécu dans cette ville, ce guide dont je vous ai parlé, il était fils de la directrice de cette maison pour des jeunes. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment un passé, quand on sait qu'aujourd'hui, une grande partie des Russes et des Ukrainiens se battent contre la misère, contre des conditions de vie assez déplorables. Tout est payant pour les enfants, toute activité est payante, etc. Ça fait un peu rêver. Malgré tout, vous tempérez en disant que c'était une vitrine et la considérer comme un vestige représentatif de l'Union soviétique, c'est peut-être un petit peu biaisé. Bien sûr, bien sûr. Mais voyez pourquoi c'est unique. Il y a plein de villes qui sont tout à fait visitables dans le reste
de l'ex-Union soviétique qui ont été construites dans les mêmes années, etc. Mais ces villes qui n'ont pas été abandonnées en un seul jour, elles ont continué à se développer. Donc il y aura nécessairement des bâtiments modernes, des commerces enfin, d'aspect occidental, etc. Là, c'est quelque chose, mais vraiment un produit pur, Pompéi soviétique. Et donc ça, c'est impressionnant. Il y a aussi un autre objet très impressionnant qui est un énorme radar. Vous pouvez très facilement après trouver les photos si ça vous intéresse, mais c'est une sorte de grillage métallique très enchevêtré, long de 900 mètres, haut de 150 mètres, et qui était destiné à capter le lancement de missiles intercontinentaux depuis les États-Unis. Et donc là aussi, c'est un objet aujourd'hui rouillé. Il y avait une petite garnison qui desservait donc ce radar. Ça aussi, c'est un vestige purement soviétique, comme pour Pripyat. C'est une toute petite ville, pratiquement 2 rues, mais des bâtiments de 4-5 étages, des magasins, un terrain d'enfants, un tir pour s'entraîner. Et là où il y avait le poste de commandement, bien sûr, tout a été arraché et je ne sais pas si ça a été volé ou transféré ailleurs, mais on se promène à côté de cet énorme grillage qui a sa beauté, on peut dire. Comme quand vous regardez la tour Eiffel d'en bas, vous voyez toute cette ferraille intéressante. C'est un objet qui n'a jamais été nettoyé de la radiation, et le métal en capte beaucoup. Donc je pense que c'est en fait un objet très contaminé. Néanmoins, c'est une très grande attraction touristique. La plupart du temps, d'ailleurs, on interdit l'accès justement pour cette raison de contamination. Mais j'ai vu des vidéos sur Internet. Vous savez, il y a aussi un tourisme sauvage à Tchernobyl, des gens qui passent par la forêt et qui amènent des journalistes, par exemple, qui veulent filmer ou photographier quelque chose d'insolite. Ou des amateurs simplement qui aiment le tourisme industriel. La zone a son attirance aussi en tant qu'objet contaminé parce que ça excite. Vous frôlez tout le temps le danger. L'attrait du danger, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, moi, j'ai vu les vidéos où, par exemple, des jeunes grimpent avec des gants ou sans gants, mains nues, grimpent donc parce qu'il y a à l'intérieur des échelles de pompiers ou je sais pas, enfin, pour par exemple faire un saut à élastique. Vous voyez, donc c'est un lieu très étrange. Voilà. Alors vous nous avez très bien décrit le décor en vous écoutant et puis en vous lisant encore plus, on se surprend à avoir des images plus concrètes de ce lieu. Et vous, ce qui vous a intéressé, c'est les gens. Comment vous êtes allé à la rencontre des gens qui continuent de travailler sur le site? Certains continuent d'y vivre parce que soit ils n'ont pas voulu quitter les lieux, soit ils y sont revenus parce que leur vie était là. Est-ce que vous vous êtes présenté en tant que journaliste? Comment ça s'est passé? Écoutez, moi j'ai commencé à aller dans la zone, je pense que la première fois, je suis allée en 2002 ou 2003. Quand on m'a proposé, parce que je m'intéressais déjà depuis quelques années à Tchernobyl, mais l'occasion ne s'est pas présentée, disons ça comme ça. J'ai interviewé des gens, des scientifiques, etc. Et puis on m'a proposé à un moment donné d'être commissaire d'une exposition sur Tchernobyl avec
une idée, disons, philosophique autour du temps, parce que le temps joue enfin entre les secondes de l'explosion et l'éternité de la contamination. Et je suis allée la première fois, et ensuite je suis allée encore plusieurs fois. Et à chaque fois, j'ai été, à l'époque, je cherchais surtout des objets exposés. Et en effet, dans cette zone, j'ai trouvé pas mal de choses, des costumes que portaient les liquidateurs, des instruments de mesure de radiation. Quand vous dites que vous les avez trouvés, c'est... Non, mais je n'ai pas trouvé. Il fallait trouver des gens qui pouvaient me les donner. Le personnel de la centrale, qui est à l'arrêt, mais où il y a encore beaucoup de gens, peut-être 3000 personnes qui travaillent, parce que le combustible est toujours là. Ensuite, il y a toutes sortes de laboratoires, de terrains où on fait des recherches. Il y a des biologistes, il y a des écologistes, il y a des physiciens, etc., etc. Et donc, j'ai fait la ronde, en quelque sorte, pour chercher, pour demander aux gens s'ils pouvaient prêter ou donner des choses. Une partie, d'ailleurs, j'ai même trouvé dans le grand marché de Kiev, la brocante permanente de Kiev, chez des anciens liquidateurs, etc. Et donc, c'est quelque chose qui, au fil de ces voyages, m'a interpellée, parce que maintenant, bien sûr, avec la guerre, je pense qu'il y a beaucoup moins de personnel qui peuple cette zone. Mais à l'époque, il y avait peut-être 3000 qui travaillaient toujours dans la centrale arrêtée, et il y avait toutes sortes de catégories de personnel qui travaillaient également, des électriciens, des forestiers, le personnel des cantines qui desservaient ces gens-là, la police, les écologistes, enfin les gens qui travaillaient dans différents laboratoires. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vivre une fois sur place et de causer à ces gens pour comprendre qu'est-ce qui les motive, parce qu'ils n'étaient pas si mieux payés que ça par rapport au même travail ailleurs. Et donc, je me suis dit, bon, ben, j'irai peut-être vivre une semaine à Tchernobyl, ce qui n'est pas automatique, il faut avoir une autorisation, et j'essaierai de parler à ces gens et voir s'ils racontent des choses intéressantes, qu'est-ce qu'ils font, comment ils vivent, pourquoi ils sont là, etc. Et donc, j'ai trouvé un complice en la personne du chef de sécurité de la zone, qui était quelqu'un de très chouette. Et lui, il a eu l'idée totalement du réalisme socialiste, en quelque sorte, parce qu'il pensait que, tel que je lui ai expliqué le projet, il pensait que j'écrirais quelque chose qui pourrait glorifier tous ces travailleurs et que ce serait un livre qu'on pourrait étudier dans les écoles. Et donc, il a tout mis en œuvre pour me faciliter la vie. Et il m'a obtenu les permis, il m'a donné une voiture à disposition avec chauffeur et un accompagnant, parce que dans la zone, on ne peut pas se balader tout seul, pour diverses raisons. Et la première, c'est une question de sécurité, parce que la radiation reste par tâche. Si vous ne voulez pas aller avec un appareil compteur Geiger, vous pouvez traverser une tâche importante sans vous en rendre compte, parce que la radiation n'est pas perçue par nos 5 sens. Et donc, eux, ils savent bien, et donc, voilà, l'accompagnement est obligatoire.
Mais j'avais le loisir d'aller où je voulais, accompagner, mais où je voulais, parler avec qui je voulais. Le guide n'intervenait jamais, l'accompagnant. Et donc j'ai pu vraiment rencontrer grosso modo tout le monde. À l'époque, la visite du radar a été interdite, mais il m'a arrangé ça aussi. Aussi, j'ai pu rencontrer les vieux qui n'ont pas quitté les lieux, ce que vous avez mentionné. Et donc, pendant une semaine, j'ai tout enregistré. Ensuite, rentré à Paris, j'ai décrypté. Et j'ai essayé d'écrire ce livre, mais pas comme il le pensait, ce monsieur, parce que je ne suis pas faite de cette façon, si j'ose dire. Mais il faut dire que je n'ai pas réussi tout de suite. J'ai été là en 2009. Je veux dire quand j'ai vécu vraiment une semaine. Et j'ai eu un contrat avec une grande maison d'édition. Et puis, j'ai essayé d'écrire. Et il y avait quelque chose, à chaque fois, c'était pas ça. Pas ça, pas ça, pas ça. J'ai écrit peut-être, je ne sais pas, la moitié du livre, mais je n'étais pas contente. Et finalement, j'ai renoncé à ce contrat et je pensais que je ne pourrais jamais l'écrire parce que, je ne sais pas, parce que ça j'ai pas trouvé... Le sujet trop grand, peut-être le sujet trop grand, trop petit, ou trop technique, ou je ne sais pas quoi. Bref, j'ai mis ça dans un tiroir et j'ai passé à autre chose. Et puis... En 2015, donc 6 ans plus tard, la femme que j'ai connue quand elle faisait partie de la maison d'édition François Bourin, donc Amélie Petit, elle a créé sa propre maison d'édition et elle a lu mon autre livre sur Tchernobyl, beaucoup plus ancien, ça s'appelait Tchernobyl, retour sur un désastre, et qui est sorti en 2006. Et là, c'était vraiment l'expérience de mes 3 années. Pendant que je préparais cette exposition, j'ai reconstitué l'avant, pendant et après la catastrophe. C'est un livre absolument pas personnel, mais un livre d'historien. Et elle a lu ce livre. Et elle m'a dit, Galia, est-ce que vous m'écrirez quelque chose ? Je suis en train de créer une maison d'édition. Est-ce que vous m'écrirez un livre sur Tchernobyl ? Et je dis, écoutez, je peux réessayer, mais j'ai déjà échoué une fois, donc je ne sais pas si ça va marcher. Et là, Dieu sait pourquoi, ça a vraiment coulé. J'ai fait un plan que j'ai plus ou moins respecté, mais c'est un livre qui n'est pas, qui est sur Tchernobyl au sens très large, parce que c'est aussi mes rencontres avec des gens, non seulement là-bas, finalement, j'ai pas énormément utilisé les enregistrements que j'avais, parce que la plupart des choses étaient trop techniques et ils m'expliquaient les principes de leur travail, comment ils faisaient ceci, comment ils faisaient cela, et c'était un peu ennuyeux, disons. Mais c'était mes rencontres avec des scientifiques, mes rencontres avec des liquidateurs, avec ces gens dans la zone, avec les vieux, mais aussi la description de la zone qui est un objet, donc on en a déjà parlé, un objet fascinant, à nul autre pareil. Et c'est là d'ailleurs que j'ai fini par me poser la question, parce que quand vous faites quelque chose pendant 20 ans, il doit y avoir une raison profonde pourquoi vous le faites. Et j'ai essayé de décrire aussi dans, je pense, l'avant-dernier chapitre, le pourquoi, quels étaient, enfin, tel que je le voyais à l'époque, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a attiré, pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, etc.
Et donc, il est sorti un livre très personnel, on peut dire littéraire, et je suis très heureuse de l'avoir écrit. Et donc, pour vous expliquer, en fait, ce livre, il est sorti la première fois, en effet, pour le 30e anniversaire de Tchernobyl en 2016. Et ensuite, j'ai ajouté encore un chapitre parce que le livre a été traduit en ukrainien. Donc, voyez le rêve de ce monsieur que maintenant j'ai complètement perdu ses traces. Je pense qu'il a pris sa retraite et donc j'ai pas réussi à le retrouver. Mais en fait, le livre non seulement a été traduit en ukrainien, mais il a eu un prix en Ukraine. Il a été recommandé par l'Institut ukrainien, qui est l'équivalent de l'Institut français. Donc, ils ont la pratique d'acheter, disons, 1000 exemplaires pour les distribuer dans les bibliothèques de l'Ukraine. Et donc presque les écoles, alors le rêve de ce monsieur aurait été presque réalisé. Donc finalement, le rêve a été réalisé. Donc l'année dernière, Amélie Petit, la maison qui s'appelle la maison d'édition, qui s'appelle Premier Parallèle, ils ont publié ce livre en poche. Donc l'édition que vous voyez, elle est en poche. La première édition est totalement épuisée. Et c'est là que j'ai pu ajouter le chapitre que je fais en fait pour l'édition ukrainienne, parce que à cette occasion, je suis allée encore une fois à Tchernobyl pour voir un tout petit peu ce qui se passe avec cette zone. Et je dois dire que j'ai été un peu déçue parce que c'est une sorte de... Je ne dis pas que ça se transforme en Disneyland, mais bien sûr, à Pripyat, il ne se passe rien. La ville est contaminée au plutonium, donc elle est toujours inhabitable, elle restera inhabitable à notre échelle humaine. 25 000 ans, c'est quand même beaucoup. Voilà. Mais il y a une autre ville, en fait, le nom de la centrale vient du nom de la ville qui existait déjà à cet endroit. Et c'est une ville qui s'appelle Tchernobyl, qui a été plus faiblement contaminée parce qu'elle se trouve à une plus grande distance de la centrale, et qui est une ville très ancienne. Elle est aussi ancienne que Kiev, c'est-à-dire elle a plus de 1000 ans d'existence. Et c'était une sorte de forteresse au Xe, XIe siècle. Et donc, il y a aussi un motif qui, pour moi, a été important parce que je suis d'origine juive et la ville de Tchernobyl, donc cette ville ancienne, elle avait une communauté religieuse juive très importante. La ville était à peu près à moitié juive et à moitié il y avait aussi beaucoup de vieux croyants qui se sauvaient de la persécution du régime tsariste. Et donc c'est une ville avec une histoire, avec un charme suranné. Il y a encore quelques bâtiments du 19e siècle aussi en ruine, les restes de la synagogue transformée à l'époque soviétique en un bureau de recrutement pour l'armée. Un vieux cimetière juif totalement, pas détruit, mais enfin bon, tombé en ruine. Donc encore une ruine romantique en même temps triste. C'est aussi le lieu d'exécution, parce que vous savez bien sûr que l'Ukraine est le pays de la Shoah par balle. Et Tchernobyl a été aussi n'a pas été épargné, et il y a une sorte de tombe maintenant collective pour plusieurs centaines de juifs qui ont été fusillés là dans le cimetière. Donc ça a touché encore une corde de mon âme.
Voilà, et si vous voulez, voilà, le livre Traverser Tchernobyl, c'est tout ça ensemble, c'est la zone, c'est les histoires, c'est mon cheminement personnel, c'est les gens que j'ai croisés, etc. Et alors, parmi les gens que vous avez rencontrés, il y a des personnages très marquants que vous décrivez avec beaucoup de vivacité. Je pense notamment à des personnes âgées qui vous ont vraiment ouvert leurs portes. Comment ces personnes vous parlent de l'accident nucléaire et comment est-ce qu'elles vous parlent aussi du Tchernobyl d'aujourd'hui, comment elles le perçoivent avec notamment ce que vous dites, cette espèce de Disneyland des ruines. Est-ce qu'elles ont un avis sur la question? Est-ce qu'elles en parlent? Non, absolument pas. Vous savez, dans les premières années après l'accident, il y avait peut-être 500 personnes qui soit sont restés clandestinement parce que les soldats obligeaient tout le monde de partir, soit sont revenus en bravant l'interdit et en fait ils sont retrouvés dans un endroit où il n'y avait plus d'électricité, l'électricité a été coupée, où il n'y avait plus de commerce, il n'y avait plus rien, en clair, plus rien. Et ce sont des gens qui ont quand même, et ça s'est produit aussi pareil en Biélorussie, et puis là c'est la zone interdite, mais en fait il y avait plusieurs autres zones qui ont été évacuées. Et là aussi des gens revenaient, donc il y a peut-être au total plusieurs milliers de personnes qui ont choisi de rester chez eux. Et de ne pas partir pour des cages à lapins en quelque sorte, parce qu'il faut comprendre, c'est une population rurale. Beaucoup de ces gens ne sont jamais partis nulle part de leur village. Le village, les champs, la forêt, les buissons, c'est leur monde. Les vaches, les poules, les chèvres, les chats, vous voyez, ils ne connaissent pas le monde extérieur, mais ils connaissent chaque brin d'herbe autour d'eux. C'est une autre vision du monde. Et donc ces gens, ils n'étaient absolument pas conscients, en quelque sorte, cette catastrophe ne les intéressait pas. Il ne les intéressait pas. Ce qu'ils disaient, c'est que nous sommes déjà vieux, tant pis. Et on va rester là, au moins je suis ici, chez moi. Et donc, vous savez, je me souviens d'ailleurs, je crois que je le raconte dans le livre, une fois quand je suis allée en Biélorussie, j'ai fait le périple avec l'un des personnages de ce livre, qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait Vassili Nesterenko, qui était un grand chercheur biélorusse spécialisé en énergie nucléaire et qui, depuis la catastrophe, a consacré sa vie à l'aide aux populations qui vivent dans les régions contaminées. Et donc, je l'ai accompagné une fois pendant une semaine aussi, parce qu'il faisait le périple dans les villages biélorusses des zones lourdement contaminées pour mesurer le taux de radioactivité accumulé dans les corps des enfants. Il y a la possibilité de le faire. Il y a un fauteuil spécial, vous asseyez dedans, c'est relié à un ordinateur. Et voilà, en 2 minutes, on sait combien de césium-137 y a-t-il dans votre corps. Et si c'est dangereux pour vous ou non. Et donc, j'ai fait le périple avec lui. Et je me souviens qu'on est arrivé, c'était un dimanche, dans un grand village où il y avait un marché. Et j'ai vu un groupe de femmes âgées, endimanchées, portant de longues jupes, des jaquettes, on peut dire même presque coquettes, des fichus colorés sur la tête. Je me suis approchée d'elle et on a commencé à causer. À un moment donné, je demande « Est-ce que vous mangez des champignons ?» Et elles disent « Oui, bien sûr. » Et les baies, oui, bien sûr. Or, il faut savoir que les baies et les champignons sont des aliments qui accumulent le plus de radioactivité.
Et je dis, mais c'est quand même très dangereux. Et il y a une de ces femmes qui éclate de rire et qui dit, vous savez, la vodka, elle est aussi très mauvaise pour la santé et pourtant on la boit. Et ça, c'est un argument, il n'y a rien à dire dessus. Voilà. Je me souviens aussi lors d'un de mes séjours à Tchernobyl, j'ai eu en tant que guide un monsieur qui devait avoir une cinquantaine d'années et ils vivent tous par intermittence dans la zone, ceux qui travaillent dans la zone, généralement 4 jours par semaine, et ils partent pour le long week-end de 3 jours chez eux, à Kiev ou ailleurs. Et donc, il m'a demandé si je pouvais, c'était un jeudi, si je pouvais le ramener à Kiev. Et j'ai dit oui. Il me dit, mais il faut que je passe chez moi, si vous voulez, venez avec moi. Donc, une seule fois, j'ai réussi à entrer dans l'appartement de quelqu'un qui vivait dans la zone. Parce que ces vieilles personnes dont je parle, elles avaient toutes des maisons individuelles. Je vous raconterai, je répondrai à votre question. Mais là, les travailleurs, ils vivaient dans les anciens immeubles collectifs de 4-5 étages et généralement en partageant un appartement entre plusieurs personnes. Donc là, je suis montée avec lui. Il m'a montré, donc c'était en 2 pièces habitées par 4 personnes et la cuisine. Et je vois que il y a une poêle sale, donc récemment utilisée. Or, normalement, on interdit aux travailleurs qui sont dans la zone de faire quoi que ce soit chez eux. Ils doivent manger à la cantine, matin, midi et soir. Et les produits dans la cantine sont amenés de Kiev ou je ne sais pas d'où, mais enfin, ils sont propres. Et je lui ai dit, mais vous mangez à la maison? Il dit, ah, mais vous savez, on en a marre quand même de la cantine. Et je dis, qu'est-ce que vous mangez? Il dit, des pommes de terre, des champignons. Je dis, mais les champignons, c'est quand même contaminé. Il dit, ah, mais vous savez, on a quand même envie. Hein? Et donc, et après, avant de partir, je devais récupérer justement un objet au centre médical de Tchernobyl. Et là, il y a ce fameux appareil dont je vous parle. Donc, on peut s'adosser dos contre le dos du fauteuil et avoir son taux de radioactivité. Et donc, moi, c'était vert. J'ai jamais eu de rouge, jamais. Pendant tous mes multiples voyages, c'est sûrement un hasard, mais bon, c'est comme ça. Et lui, c'était bien rouge. Il avait un taux important. Et donc, je lui ai dit, mais Vladimir, c'est quand même pas bon. Il dit, oh, mais ça, c'est rien. En automne, quand il y a la saison des champignons, c'est bien pire. Bon, voilà. Et maintenant, donc, pour finir avec ces vieilles personnes, donc elles sont restées comme ça. Et quelques années plus tard, le gouvernement ukrainien a quand même eu, je ne dis pas honte, mais enfin a compris que ce n'était pas possible de laisser cette population récalcitrante et désobéissante sans aucune aide. Et donc, on a commencé à leur envoyer une fois par semaine un magasin ambulant, donc où on pouvait acheter du pain, du lait, enfin des choses essentielles. On a commencé à leur distribuer sur place leur retraite, payée en espèces, et on a rétabli l'électricité. Et donc, pour ces habitants, la chose la plus importante, c'est qu'ils ont pu maintenant, à partir de ce moment-là, donc ça s'est produit 5-6 ans après l'accident, quand ils ont reçu la possibilité de regarder la télé,
tout était merveilleux. Et donc, ce qu'ils font, c'est que il y a leurs enfants qui viennent, les petits-enfants, souvent non, parce qu'on interdit l'entrée de la zone aux jeunes de moins de 18 ans. Mais en principe, je dis encore une fois, ces vieilles personnes, elles sont plutôt contentes de leur vie tant qu'elles ne sont pas en trop mauvaise santé. Justement, dans ce dernier chapitre, qui en fait représente le chapitre écrit pour l'édition ukrainienne, je raconte l'histoire d'une vieille dame que j'ai connue quand elle était encore en bonne forme et qui maintenant, bon, je crois qu'elle est malheureusement même plus de ce monde, mais quand je l'ai vue, elle était dans la déchéance la plus totale parce qu'elle avait eu un AVC, donc elle avait les jambes plus ou moins paralysées. Elle avait du mal à faire le moindre pas. Elle était incapable de se laver complètement. Et bien sûr, il ne faut pas chercher une assistante sociale quand on est à Tchernobyl. Donc voilà. Mais elle ne voulait pas partir. J'ai parlé ensuite à une ou deux personnes à Kiev. Ils m'ont promis de s'occuper de ce cas, mais ils m'ont dit, vous savez, on peut la caser dans un EHPAD, enfin l'équivalent d'un EHPAD, mais il faut qu'elle veuille. Et ça, c'est pas gagné, parce que même si elle doit ramper, elle était quand même attachée à sa maison. Voilà. Alors le danger principal de cette zone, c'est un danger invisible, le danger de radioactif. Et aujourd'hui, un autre danger s'ajoute, c'est celui de la guerre. Que devient ce lieu avec la guerre qui se déroule actuellement ? Quand Zelensky est arrivé au pouvoir, il a eu l'idée, je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un de son entourage, mais peu importe. Bon, l'idée a été lancée de patrimonialiser donc la zone de Tchernobyl, en faire un objet touristique et le reconnaître comme comment ça s'appelle, patrimoine de l'humanité, quelque chose comme ça. Et la discussion doit avoir lieu normalement en 2023. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, personnellement, je ne suis pas vraiment en faveur de ça. Je pense que l'attraction, je dirais, la plus importante de cette zone, à savoir la ville de Pripyat, va continuer à se détruire et que peut-être d'ici, je ne sais pas quand, dans 20 ans, dans 50 ans, mais il n'y aura plus grand-chose à visiter. Maintenant, la centrale tient encore parce qu'il y a le combustible qu'on n'a pas encore enterré, enfoui. C'est une procédure très complexe et très, très chère, mais normalement, vers 2065, il ne doit plus y avoir du combustible là-bas. Donc, je pense que il est très difficile de patrimonialiser. Voilà, un objet en destruction qu'on ne peut pas rénover et entretenir. Donc ma réticence, c'est ça, mais finalement, bon, pourquoi pas. Le problème, c'est que, comme vous savez, au début de cette guerre, il y avait enfin l'entrée sur le territoire et occupation de la zone par l'armée russe qui est venue de Biélorussie. Il faut dire que en ligne droite, à vol d'oiseau, c'est peut-être même moins de 100 km. Par la route, c'est un peu plus de 100 km, donc de Kiev. Et c'était la route la plus directe pour essayer d'occuper Kiev. Mais j'ai été frappée par le fait que les militaires qui ont occupé donc la centrale
n'était absolument pas au courant de ce qu'il faut ou ne faut pas faire dans la zone. Ils n'étaient absolument pas préparés. Pour eux, c'était un terrain comme un autre. Et l'une des premières choses qu'ils ont faites, c'était de creuser des tranchées à l'endroit où se trouvent encore les restes de ce qu'on appelle la forêt rousse. C'est une forêt à proximité de Pripyat, mais aussi de la centrale, qui a été irradiée au plutonium, comme la ville de Pripyat, et qui a littéralement brûlé. Elle est morte, cette forêt. Elle est devenue, pourquoi on dit forêt rousse? Parce qu'elle a pris cette couleur-là, et voilà, les arbres sont morts. Et ensuite, il y avait des jeunes pousses qui sont sorties plus tard, mais ces pousses sont mortes aussi, parce que le sol est très contaminé. Eh bien, au sein de cette forêt rousse, ils ont commencé à creuser des tranchées. Ce qui est la dernière chose à faire si on veut rester en vie, parce que chaque fois que vous creusez, vous soulevez la poussière radioactive. Et donc après, les rumeurs étaient, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce qu'il n'y a pas de confirmation sûre, mais il paraît qu'il y a beaucoup de soldats qui ont eu ce qu'on appelle la maladie des rayons, c'est-à-dire qu'ils ont reçu une dose importante de radioactivité, qu'ils ont été envoyés en Biélorussie pour se soigner. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont mortes de ça? C'est probable, mais c'est couvert de secrets. Et donc, ils ont essayé de s'emparer aussi de la centrale, et ils ont mis sous contrôle, ils ont un peu maltraité le personnel. Mais en fait, à la différence de la centrale de Zaporijia, il n'y a pas la possibilité de chantage, parce qu'il n'y a rien là. La centrale est à l'arrêt, on ne peut pas la faire marcher, donc il n'y a pas d'objet pour faire du chantage ou pour essayer de brancher cette centrale au réseau électrique russe. Il n'y a rien à faire avec ça. Et donc, quelque temps après, je pense qu'ils sont restés 3-4 semaines, ils sont repartis comme ils sont venus. Est-ce que ça va impacter la décision de l'UNESCO? Est-ce que la guerre en général va impacter cette décision de l'UNESCO? Est-ce qu'on va revenir à ce sujet plus tard? Je ne sais pas. En tout cas, la zone continue à vivre plus ou moins comme avant. Voilà. Les tranchées vont rester en souvenir. Peut-être tôt ou tard, les gens vont les visiter, j'espère de loin. Merci Galia Ackerman. Je propose que s'il y a des questions dans la salle, que vous les posiez. Je ne sais pas s'il faut faire passer le micro pour que ce soit enregistré. Je vais poser une question un petit peu délicate, mais est-ce que les autorités ont fait le nécessaire pour retirer toute cette pollution colossale, énorme, dramatique pour vous, Tchernobyl, mais aussi pour la planète entière? Vous savez, en fait, c'est pas si simple de retirer la pollution quand il s'agit de milliers de kilomètres carrés. Ce qui a été fait, et ça je l'ai décrit dans mon premier livre consacré à Tchernobyl, donc Tchernobyl, retour sur un désastre. En fait, les autorités soviétiques encore à l'époque n'ont pas compris tout de suite l'ampleur du désastre. Et donc, ils pensaient en fait qu'on pourrait nettoyer la zone, nettoyer la centrale, recouvrir d'un sarcophage
le réacteur endommagé et la vie coulera comme avant. Le problème, et donc ils ont fait de grands efforts. Il y a eu à peu près 1 million de liquidateurs qui ont travaillé dans cette zone entre 86 et 91. Mais si vous voulez, l'objectif premier, ce n'était pas simplement de nettoyer pour nettoyer. L'objectif était de remettre la centrale en marche. Et ça, c'est une logique très soviétique, à savoir que l'homme communiste ne recule pas devant les obstacles, il vend. Et donc, les travaux gigantesques ont été menés pour construire le sarcophage, pour nettoyer le réacteur numéro 3, qui était mitoyant avec le réacteur numéro 4, et avec lequel ils avaient aussi certaines installations ensemble, c'est-à-dire que les deux réacteurs étaient jumelés, connectés à la même salle des machines, etc. Donc on a fait d'abord la séparation entre ses frères et moi, et ensuite ils ont essayé de nettoyer au maximum le réacteur numéro 3 qui n'a pas été endommagé. Ensuite, ils ont nettoyé comme ils ont pu le territoire de la centrale. Quand je dis nettoyer, ce n'est pas nettoyage ordinaire. C'est un liquide spécial qui agglutine la poussière, y compris la poussière radioactive. Et ensuite, ils ont commencé à nettoyer la ville de Pripyat parce que la population a été évacuée pratiquement le lendemain, 36 heures après l'accident. Mais au début, les professionnels, la commission gouvernementale constituée à moitié des scientifiques, etc., ils pensaient qu'ils allaient pouvoir nettoyer la ville et que les gens qui ont été évacués pourront revenir. Et il y a des images assez dramatiques, comment donc, on pulvérise les maisons, les immeubles, les trottoirs, les pavés, enfin toutes les installations possibles et impossibles avec ce liquide. Ensuite, on a évacué aussi toute la population de cette zone. Il y avait à peu près 50 000 donc, à Tchernobyl et plus de 50 000 dans le reste de la zone. Il y avait plusieurs kolkhozes, il y avait la ville de Tchernobyl aussi. Donc tout a été évacué et pendant des années, on a nettoyé et nettoyé et nettoyé pour finalement arriver à la conclusion que Pripyat n'est pas habitable à cause du plutonium, que les villages évacués ne sont pas habitables, non pas parce qu'on n'a pas nettoyé les maisons, mais parce que les sols sont contaminés. Pour décontaminer les sols, il faut en fait enlever toute la couche supérieure du sol et l'enterrer. Vous imaginez les dimensions de ce travail quand il s'agit de milliers de kilomètres carrés? Donc ils ont travaillé et finalement la zone est restée inhabitée sauf les professionnels qui y travaillent. Je n'ai pas entendu qu'il y a eu un village quelconque. Il y avait au total des centaines de villages évacués en Ukraine et en Biélorussie. Aucun n'a été réhabilité suffisamment pour y vivre. Et même maintenant, vous savez, on est déjà à 86, 2016, on est à quoi, 36 ans, 37 ans de cette catastrophe, ce qui veut dire que le césium-137, qui est le principal élément radioactif qui a été donc diffusé par le fameux nuage, sa demi-vie est à peu près de 30 ans.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 50% qui est parti. Il y a pas mal aussi de ces éléments radioactifs qui se sont enfouis avec le temps plus profondément au sol. Mais c'est encore contaminé. Donc, en fait, je pense que peut-être d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être la ville de Tchernobyl pourra renaître si tout n'est pas détruit jusque-là. C'était l'idée d'ailleurs de rendre en quelque sorte Tchernobyl à la vie. Ça peut même être un lieu d'une certaine spéculation immobilière parce que il y a encore quelques années, on pouvait, il faut avoir l'autorisation, mais en principe, on pouvait acheter pour quelques centaines de dollars une maison à Tchernobyl. Mais voilà, simplement, les dimensions de la catastrophe se sont avérées beaucoup plus importantes que quiconque pouvait penser. Et puis, tous ces travaux dits de liquidation, c'est-à-dire essentiellement de nettoyage, se sont arrêtés avec l'éclatement de l'Union soviétique, parce qu'il n'y avait plus de budget central et les républiques nouvellement formées n'ont pas continué, faute de moyens aussi. Les années 90 ont été des années extrêmement dramatiques pour tout le monde. Voilà. Merci. Une autre question ? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie pour votre attention, votre écoute. Merci à Galia Ackerman d'avoir été parmi nous ce soir. Et je vous invite à au moins feuilleter le livre qui vaut vraiment le détour. Merci beaucoup. Merci. Merci.